C'est une manière un peu dédaigneuse de toréer. L'homme qui ne souriait jamais. Voilà, c'était en pleine époque du franquisme, dans un côté comme ça. Très curieusement, l'homme n'était pas du tout franquiste, il est même allé voir les exilés républicains à Mexico. Il était plutôt, il était cette sorte de tristesse cordoine, enfin comme ça un petit peu, vous avez vu, c'est même pas un sourire. Hein, Dans votre dictionnaire amoureux de l'Espagne, vous dites que derrière ce qui peut paraître une boucherie, surtout quand les chevaux étaient éventrés, vous dites que les Espagnols justement ne se complaisent pas devant la souffrance des animaux, mais ce qu'ils regardent dans cette arène, c'est le sang et l'agonie pour mieux sentir l'intensité de la vie. Vraiment ? Ah oui, tout à fait. Si vous voulez, aucun Espagnol, jamais connu un Espagnol, si vous voulez, qui s'intéresse de près ou de loin à la possibilité, par exemple, de l'accident, de l'homme blessé, de l'homme ça leur paraît même très choquant, hein, c'est qu'il y a eu une faute. Ce qu'ils vont voir, c'est comment on peut faire de l'art devant la mort. Vous savez, c'est quelque chose qui est comme une école de je sais pas, de stoïcisme, c'est plus que du stoïcisme, un certain style, mourir debout, si vous voulez faire face, puisqu'il vivait tous les jours avec la mort. Hein. Il y a plus d'intensité à, si on peut dire les choses comme ça, à se battre contre un taureau qu'à se battre contre des moulins à vent ? Je crois que c'est le même combat, hein. Quichotte se bat contre des moulins à vent par refus du monde tel qu'il est, la réalité. Lui aussi, hein, Quichotte est un homme qui est devenu fou dans les livres, par la lecture, et qui se prend pour un chevalier servant et qui va changer le monde. Il va, comme il dit, défendre la veuve et l'orphelin, changer le monde, etc. Et bon, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, c'est étrange, parce que, si vous voulez, si Quichotte est devenu fou par les livres et vivant par les livres, je peux dire que moi je suis aussi devenu fou dans les livres et vivant en même temps par les livres. Hein. On quitte ce taureau, Emanolete. Oui. Emanolete, oui. Alors là, je regarde de quel côté je me tourne. C'est sur ma droite, je crois. Enfant, vous le racontez dans Tanguy, vous avez connu les camps. Les camps, c'est un endroit où les autres peuvent tuer pour un bout de pain ou pour un bol de soupe. Est-ce qu'après avoir connu ça, est-ce qu'on peut encore croire à la force du lien aux autres ? C'est une question très difficile et très profonde. Hein, vous découvrez les deux choses. Vous découvrez l'animalité la plus nue, mais la plus sauvage, et puis des éclairs de tel dévouement et de telle amitié, de telle solidarité qu'on ne peut pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu, sans le vouloir, hein, mais absolument toute illusion. S'il y a quelque chose qui m'est étranger, c'est le rousseauisme. L'idée que les hommes naissent bons, alors ça me fera rigoler jusque dans ma tombe. Hein. Je les ai vus à l'œuvre, donc je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Aussi le dégoût des bons sentiments, si vous voulez. Si on veut me faire fuir, il suffit de me dire qu'on va se dévouer, qu'on va... Si vous voulez, les paroles de miel me font peur, si vous voulez. Et en même temps, j'y ai découvert des gens simplement héroïques, mais simplement sans grande déclaration, qui étaient capables de donner leur vie, de risquer leur vie pour quelqu'un d'autre, pour un inconnu. Donc, vous voyez, c'est la grande leçon en même temps de la littérature, si vous voulez. Dostoïevski disait « L'homme est large, 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 si c'était moi, j'aurais raccourci. » Mais c'est vrai qu'il est large et qu'il contient tout. Et là, si vous voulez, quand je regarde ce morceau de pain, d'abord, il faudrait le diviser en 6 pour avoir la ration. Et puis, j'aurais jamais vu une cuillère de ma vie. Ça, c'était jusqu'à l'âge de 9 ans, je ne savais pas ce que c'était, on n'avait pas de cuillère. Hein. Mais bon, c'était ça. Hein. C'était un liquide et puis un petit bout de pain noir. Et puis voilà,
Ça passe ou on crève. Il n'y a pas le choix. Moi, je suis passé. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand vous avez été un jeune homme, après, qui s'est reconstruit, si on peut dire les choses comme ça, dans les années 60, par l'étude notamment, vous dites qu'à ce moment-là, vous avez gardé parfois des mains qui tremblaient ou un regard affamé ou une difficulté à être dans le noir. Est-ce que cette mémoire d'enfant, cette mémoire d'enfance presque, elle est encore dans votre corps aujourd'hui? Je pense que oui, mais c'est vrai que vers l'âge entre 20 et 30, 35 ans, quand j'étais chez mon oncle et ma tante, qui sont devenus mes véritables parents, ma tante est obligée de me dire très souvent, mais mange lentement, il y en aura. Mais bon, on n'y arrive pas toujours. Il y a eu une grande lumière, ça a été Dostoïevski. Quand vous avez découvert ce livre, Les carnets du sous-sol, vous dites « ce romancier m'a converti ». Converti, est-ce que ça veut dire que vous avez une notion quasi religieuse de l'art? Ah, je pense que oui, converti et ressuscité. C'était à un moment donné où j'étais au bord de la mort, pas une mort dramatique, c'était pas... simplement, je me laissais aller. Je m'étais tourné contre le mur, j'avais plus la force, je me suis allé. Et il y avait là-dedans un vieux maître, un vieux instituteur qui me passait de temps en temps des livres, qui s'était beaucoup attaché à moi et qui était monté dans l'infirmerie. Je le revois encore avec une blouse crasseuse, mal rasée. Il m'avait empoigné, il m'avait soulevé, il m'avait dit « Ne lâche pas, tu n'as pas le droit, pas toi, ne lâche pas ». Et il m'avait filé un livre de Dostoïevski qui était Les carnets du sous-sol. Et il m'a dit, lis ça, je viens demain matin, tu me diras. J'ai commencé à lire dans la nuit, et le lendemain matin, j'étais debout. C'est-à-dire que je me suis dit, je crèverai debout, ils ne m'auront pas. Ils ne m'auront pas. Donc il m'a à la fois converti et sauvé. Il m'a ressuscité littéralement. Après, ça a été la lecture de toute son œuvre, tout le long de sa vie, et je lui ai même consacré un gros livre, si vous voulez, de reconnaissance et de gratitude. C'était probablement l'écrivain majeur dans ma vie, avec quelques autres, avec Unamuno, avec Cervantes, etc. Mais il m'a littéralement, oui, arraché à la mort. Il nous reste une musique à découvrir ensemble. Je vous propose de vous retourner, en fait, et d'aller vers la dernière station. Granada, que vous écoutiez enfant, à Madrid? Oui. Il y avait dans le grand salon de l'appartement de ma grand-mère un Steinway de concert, vous savez, ces superbes instruments qu'on a fait dans les années 1905, 1910, les grands instruments de concert à queue, comme c'était fait en plus dans des bois très anciens et très bien séchés, avec une sonorité absolument superbe. Et presque chaque soir, je demandais à ma mère de me jouer ça à Grenade, parce que la famille maternelle était originaire de Grenade, que c'était un peu le passé, la nostalgie. Et donc, ça a été l'introduction à la musique, Grenade. Vous aimez beaucoup la musique. Pourtant, vous êtes un homme des mots. Est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire qu'avec la musique ou que dans un regard? Oui, tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, j'aime beaucoup la musique. Je crois que j'aurais fait normalement du piano comme ma mère, j'aurais continué. Et j'ai dû abandonner très tôt, vers 8-9 ans, parce que si vous voulez, vous voyez, c'est très difficile d'entrer dans un camp de concentration avec un piano, alors qu'un livre, ça prend peu de place. Donc, mais c'est vrai que la musique a été
est resté tout au long de ma vie l'autre univers et l'autre pendant. Hein. Je suis un homme de musique et de mots, curieusement moins d'images. Ça, c'est vrai. Vous vous méfiez des images, on le sent d'ailleurs dans votre dernier livre, La vie mentie, où le personnage principal façonne l'image et se retrouve face à presque un vide à l'intérieur de lui. C'est une grande, si vous voulez, j'étais un fanatique de cinéma, je suis resté, j'allais beaucoup au cinéma, et l'image, quand elle devient écriture, c'est-à-dire quand il y a montage, quand il y a idée, quand il y a un style, c'est tout à fait autre chose, ça devient de l'art. Mais le flot d'images auquel on est soumis, si vous voulez, la vulgarité, le mensonge qu'elles impliquent, la façon, tout ça m'horripile, si vous voulez. J'ai l'impression de vivre dans un monde qui m'est étranger à ce moment-là, oui. Vous avez dit que chaque livre aggrave mon état. On finit par mourir non de ce qu'on a vécu, mais de ce qu'on écrit. Est-ce que ça veut dire que l'homme est inconsolable, mais l'écrivain insatiable? C'est vrai, c'est-à-dire que, si vous voulez, une des idées, chaque époque a des idées stupides, hein, et la nôtre a une psychologie stupide, qui consiste généralement à dire « Ah, bah vous avez écrit, vous devez vous sentir mieux, ça doit vous faire du bien ». Bon, pas du tout, ça fait pas de bien du tout, ça fait de plus en plus mal, parce que plus vous grattez profond, plus vous creusez, plus vous découvrez ce qui a fait la douleur profonde. Donc, si vous voulez, on n'écrit pas pour guérir, on écrit pour créer de la beauté, mais pas pour guérir. Pour ça, il doit y avoir des cliniques, je suppose, mais c'est pas fait pour ça. Donc, c'est une réaction contre ce genre de notion un peu complaisante, si vous voulez, de ce qu'est l'acte d'écrire. On vit à une époque où tout le monde est écrivain, tout le monde fait des livres, même quand il ne les écrit pas, on publie de tous les côtés. La littérature, c'est pas ça du tout. Quel est l'endroit où aujourd'hui vous vous dites « je suis bien » ? Oh, il y a plein d'endroits, honnêtement, il y a plein d'endroits où je suis très bien, avec mes intimes, à la campagne, parce que j'adore la campagne. À un certain moment, quand je suis en train de lire des pages qui m'émeuvent profondément, quand j'écoute de la musique. Ah non, il y a plein d'endroits où j'avais une grande capacité de joie, hein, de joie multiple. Donc, j'ai pas le sentiment du tout d'avoir traversé une vie de jérémiade. C'est pas ça du tout. J'ai eu des moments fantastiques. Et même dans les pires moments, si vous voulez, en pleine guerre, derrière de barbelés, il y avait des minutes, mais miraculeuses littéralement, parce qu'il y avait un lever de soleil d'une telle beauté dans un tel ciel, si vous voulez. La vie nous échappe tout le temps, elle est toujours ailleurs, elle n'est pas seulement dans ce que nous sommes. Et sur votre table de chevet, il y a toujours Dostoïevski ? Ah, presque tout le temps, oui, parce que je le relis régulièrement, mais il y a beaucoup d'autres livres. Je suis un lecteur insatiable et sans genre, si vous voulez, je suis pas du tout quelqu'un qui pose des oukases, hein. J'ai une conception très large de la littérature. Bon, j'ai une énorme admiration pour Simenon, je le lis régulièrement, comme je lis Cervantes, comme je lis Modiano, comme je lis Tournier, comme je lis les contemporains. Donc... Et même Amélie Nothomb ? Oui, j'en ai lu plusieurs. Hein. Oui, bien sûr, non, je lis à peu près. Je ne dirais pas tout ce qui paraît parce qu'il paraît tout, mais beaucoup de ce qui paraît. Merci beaucoup, Michel Del Castillo, pour ce beau voyage. Merci à vous.